Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. J'ai failli faire 5 et là je me prends pour passe-partout. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas ce sera 4 nouveaux threads d'horreur pour cette vidéo. J'espère que tu vas les kiffer. Mais avant ça, petite question, j'aimerais savoir ton type de consommation de threads d'horreur. Voilà. Est-ce que tu aimes les vidéos normales, c'est-à-dire avec des nouveaux threads d'horreur que tu ne connais pas normalement, en tout cas que j'ai pas fait sur la chaîne, ou bien tu préfères les compilations et normalement t'es pas censé regarder cette vidéo vu que c'est pas une compilation. Et il y en a encore qui regardent les threads d'horreur plus les compilations. D'ailleurs à noter qu'il faut savoir que les compilations, il y a beaucoup de gens qui m'en réclament, c'est pour ça que j'en fais beaucoup. C'est pas juste pour dire bon je fais des compilations, c'est que non, j'ai des gens d'ailleurs qui ne regardent que les compilations, donc là cette question ils la verront pas. Mais oui j'ai beaucoup de gens qui préfèrent les compilations et je peux comprendre. Imagine t'es en train de faire le ménage ou quoi, hop tu te mets 1 heure et quelques de threads d'horreur, c'est normal, t'as pas envie de changer tout le temps, donc je peux comprendre effectivement. Ouais, t'hésites pas à me dire si tu préfères normal, compilation, team les deux. Voilà, c'est une petite team, on verra bien si les ressentis de vous en fait tout simplement. Allez, si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement, faites-vous plaisir, claquez ce petit bouton là, hop, on dit que c'est le bouton là, vous faites un petit hop comme ça, vous claquez dessus. Bon, pas trop fort parce que sinon tu risques de casser ton téléphone ou quoi. Donc ouais non, tu cliques doucement alors, mais tu le fais. Bref, je raconte n'importe quoi, je sais pas pourquoi, mais je suis de bonne humeur, donc tant mieux. Allez, commençons ces nouveaux threads d'horreur. Prends ton meilleur chocolat chaud et... j'ai pas la suite. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est installe-toi. Je sais plus. Allez, installe-toi confortablement, prends ton petit chocolat chaud, fais-toi plaisir, des petits popcorn et on y va. Alors, pour cette première histoire, eh bien, il faut savoir que c'est l'histoire d'une abonnée qui m'a été racontée sur Instagram. D'ailleurs, donc, si jamais tu veux me raconter une histoire, ça se passe sur delcorstory@gmail.com ou bien sur Instagram en DM, hop, tu me parles et moi, je te réponds et puis voilà. Et je me ferai un plaisir de lire ton histoire. Voilà, des fois je suis un petit peu long à répondre, t'es un peu prévenu parce que des fois je fais des sessions en fait. Je lis pas qu'une histoire, j'en lis plusieurs à la suite. Donc voilà, t'inquiète pas. Et si jamais tu te dis, il est pas en train de me répondre, hésite pas, tu mets un petit message en mode bump. Enfin, tu remontes dans la file de conversation parce que des fois ça se trouve t'es tout en bas et malheureusement il y a plein de messages qui sont passés en haut. Donc voilà, t'hésites pas, t'inquiète pas, ça me fait pas chier. Je préfère ça que j'oublie l'histoire et en fait c'est vous qui êtes là en mode il est où mon histoire? Voilà, ok? Allez, c'est fini avec cette petite aparté, on reprend avec l'histoire. Je voulais te raconter mon histoire qui, je pense, est plutôt paranormale qu'autre chose, mais assez flippante. Surtout que ça a commencé lorsque j'étais toute petite. Mon histoire a duré sur un laps de temps assez long. Alors pour commencer, je me présente et je m'appelle Et à cette époque, je vivais en Île-de-France dans une ville du Val d'Oise. Mes premiers souvenirs datent de quand j'avais environ 3 ans. J'étais dans ma toute première maison avec mes parents qui n'étaient pas encore divorcés. À cette époque, la nuit, quand je dormais, je me réveillais souvent en voyant une femme. Du moins, une silhouette de femme à côté de mon lit, qui ne faisait rien mais me regardait. Et c'était très fréquent. Et j'en avais très peur et je pleurais. Et quand ma mère venait, j'étais souvent au sol, perdu au milieu de ma chambre. Ma mère ne comprenait pas trop. En fait, je cherchais mon lit dans le noir que je ne retrouvais pas, comme si la chambre était totalement vide. Jusqu'à ce qu'elle allume la lumière et cette femme partait. Cela a duré assez longtemps, puis nous avons déménagé au Canada. Puis nous sommes revenus en France 1 an et demi après. Et à notre retour, j'avais aux alentours de 5 ans. Et à la période de la galette des rois, j'avais évidemment la fève, étant la plus jeune de ma fratrie. Bon, j'ai une petite sœur qui n'était pas encore là et un grand frère. Et la première fève que j'ai eue, c'était cette femme que je voyais toutes les nuits dans mon ancienne maison. Une dame habillée d'un long manteau avec autour du cou une fourrure à l'ancienne, comme un renard. Je t'avoue que sur le coup, cela ne m'a pas interpellé. C'est encore quelques années plus tard que j'ai fait le rapprochement. Cette femme avait cessé de venir la nuit, et j'avais, depuis cette fève, commencé à faire une collection. J'en avais un sacré paquet mis dans une petite étagère en bois qui se fermait avec une petite vitre. En arrivant proche de l'adolescence, je me suis dit que j'étais maintenant trop grande pour ça. Alors j'ai décidé de m'en séparer, et c'est là que les événements troublants sont arrivés. Raconté comme ça ne fait peut-être pas peur, mais en le vivant et ayant ma mère témoin de tout, en même temps, cela l'était d'autant plus, car je ne suis pas seul à avoir vu cela. Une fois ces fèves débarrassées, un jour je fouille dans mes affaires et là, je tombe sur la fève de la dame. La première fois, je ne suis pas si étonné. Je me dis que j'ai dû oublier de la jeter. Je la montre à ma mère en rigolant, en lui disant « Bah regarde, elle est toujours là celle-là. » Elle veut pas me lâcher. Je lui donne et elle la met à la poubelle. Et rebelote, je la retrouve ailleurs. Et ça a continué comme ça au point où une fois, je l'ai littéralement envoyée dans la nature. Mais elle est de nouveau revenue dans mes affaires. Avec ma mère, on n'y comprenait rien. Et je lui ai dit que c'était cette femme que je voyais la nuit dont je parlais étant petite et ça, elle le savait. Et un jour, comme ça, je ne l'ai plus revue du tout. Mais ça a duré sur un laps de temps vraiment très long. À l'heure d'aujourd'hui, on en parle encore de cette fève.
C'est vrai qu'on en rigole parce qu'il y a un côté marrant du fait que je ne pouvais plus la voir et qu'elle ne me lâchait pas. Mais d'un autre côté, je ne trouve rien de rationnel là-dedans, puisque c'est impossible qu'un truc jeté revienne dans le fin fond de mes affaires à bord d'elle. Bon, je n'aurai jamais de réponse à ça et j'ai souvent des phénomènes étranges qui m'arrivent comme des prémonitions. Et ça fait parfois peur, même si le paranormal ne me fait pas du tout peur, au contraire, ça me passionne. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, je crois que la dernière fois que j'ai vu cette fève, c'est en l'explosant au sol et en la brisant. Voilà pour mon histoire étrange, merci d'avoir pris le temps de me lire. Et si tu as une petite idée de ce que me voulait cette foutue fève, n'hésite pas. Parce que moi, elle ne m'a jamais parlé, juste regardé la nuit. Donc je pense qu'elle n'était pas méchante. Du moins, j'espère. J'espère que c'était compréhensible et tout est vrai à 100%, aussi bizarre que ça soit. Alors moi je te crois totalement, je vois pas trop l'intérêt de mentir pour ça clairement, enfin bon, voilà, ce serait compliqué. Et ouais, des objets qui reviennent souvent, je pense que, t'inquiète pas, à mon avis dans les commentaires tu vas voir, t'es pas la seule. Je pense qu'il y en a, ils vont dire, je me suis séparé de ça et c'est revenu plusieurs fois. À mon avis, je pense, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, vous le dites si vous avez eu des trucs qui sont arrivés comme ça. Moi j'ai pas trop eu ça, non, des affaires qui vont ici et là. Je me dis ça, voilà, ça arrive à tout le monde, peut-être que je suis mal organisé, voilà. Mais là effectivement, tu sais que tu l'as acheté par la fenêtre, par exemple dans la nature, et elle revient. C'est une dinguerie. Déjà dans la poubelle, tu pourrais te dire, il y a quelqu'un qui est parti la prendre dans la poubelle pour la remettre, pour me faire une sorte de gag. Bon voilà déjà. Mais dans la nature carrément, c'est que la personne a été fouillée et tout. Non franchement c'est trop. C'est que non, il y a quand même une... C'est bizarre quand même que la dame, l'entité se remanifeste en tant que fève et tout, et je sais pas. Mais effectivement, elle t'a jamais, on va dire, rien fait en tant genre méchamment. Est-ce que c'était une bénédiction ou pas? Pas sûr. Mais en tout cas, ça aurait pu être pire. Voilà. En tout cas, un grand merci de m'avoir partagé cette histoire, ça fait très plaisir. Allez, on passe à la prochaine histoire. Bonjour, je suis une femme chinoise, mais j'ai grandi à Sydney en Australie. Cependant, je suis né à Pékin, mais à la périphérie de celle-ci, dans une grande ville appelée district résidentiel de Yungang, d'où est originaire la famille de ma mère. Quand j'avais 5 ans, j'ai immigré en Australie, mais ma famille retournait toujours en Chine toutes les quelques années. Cet incident s'est produit pendant l'hiver enneigé de 1997, alors que j'avais 11 ans. Mes grands-parents vivaient toujours à Yungang et m'ont présenté un frère et une sœur qui vivaient dans le même immeuble qu'eux. Je ne me souviens pas de leur âge exact, mais je pense que la fille la plus âgée avait environ 14 ans et le plus jeune environ 6 ans. Je me souviens encore de la tenue exacte que je portais, car je portais la même tenue pendant tout le voyage. À cette époque, les jeans évasés étaient à la mode, et venant d'Australie, je n'étais pas préparé à la neige et au froid de l'hiver chinois. Et donc le premier jour ou le deuxième jour là-bas, ma cousine chinoise m'avait emmené dans un centre commercial histoire de m'acheter des affaires un petit peu plus chaudes. Elle m'avait aidé à négocier le prix d'une petite doudoune que je kiffais. Ah clairement je pensais que c'était la chose la plus à la mode qui soit, et je la portais tous les jours. J'ai même encore des photos de moi du voyage portant exactement cette tenue. Nous nous sommes promenés dans la ville et avons fini par nous rendre dans un très grand parc avec un lac à l'intérieur. C'était un peu éloigné du centre de la ville. Nous jouions au bord du rivage, jetons des pierres, plaisantions et passions un beau moment. À un moment donné, j'ai levé les yeux et j'ai réalisé qu'il commençait à faire sombre, même s'il n'était probablement pas très tard, étant donné que c'était l'hiver, le soleil s'est couché tôt. Le parc qui au début n'était pas très fréquenté était maintenant désert. Bon, il y avait encore d'autres personnes, mais elles étaient assez loin de nous. Tous, sauf 2 hommes qui se sont soudainement approchés de nous. Ces 2 hommes étaient dans la cinquantaine. L'un d'eux s'est approché et m'a dit qu'il était un ami de mon père et qu'il lui avait demandé de venir nous chercher. Je me souviens avoir été confuse parce que mon père ne vivait pas dans cette ville et il se trouvait dans un autre quartier à environ 2 heures de Pékin. Assez vite, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, tout comme le frère et la sœur avec qui j'étais. Nous avons tous commencé à trouver des excuses et à reculer. Je me souviens encore très clairement qu'au moment où nous commencions à reculer, l'homme a regardé par-dessus son épaule en direction de son compagnon, comme pour lui demander ce qu'il devait faire. Sauf que son compagnon se tenait un peu plus loin, à côté d'une camionnette blanche dont la porte était déjà ouverte. Je suis quasiment sûr qu'ils envisageaient d'enlever l'un de nous et de s'enfuir. Mais peut-être parce que nous étions 3 et peut-être parce qu'il y avait encore du monde dans les environs, ils n'ont rien fait. Alors que je m'éloignais rapidement, j'ai regardé par-dessus mon épaule et je me souviens avoir vu les 2 hommes debout là, nous regardant partir. Cette marche de 15 à 20 minutes en arrière a été l'une des promenades les plus effrayantes de ma vie, car j'imaginais quelqu'un m'attrapant par derrière à chaque seconde. Le soleil s'est couché juste au moment où nous sommes entrés dans mon immeuble et avons fait irruption par la porte. On était tellement heureux d'être enfin chez nous, en sécurité.
J'en ai parlé à ma mère et à ma grand-mère, mais à cette époque, les enlèvements d'enfants en Chine, même s'ils se produisaient déjà, étaient beaucoup moins un sujet d'actualité massif et répandu qu'aujourd'hui. Je pense que ma mère n'a pas vraiment aimé le fait que je lui en parle. Après cette conversation, elle pensait qu'elle était une mauvaise mère, et même encore aujourd'hui, elle n'aime pas que je lui en parle. Vous savez, il y a de nombreuses histoires de jeunes femmes ou filles kidnappées et forcées de devenir les épouses de villageois dans des campagnes reculées. Quant aux garçons, parfois ils sont enlevés pour être mis dans des familles qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Certes, eux s'en sortent un petit peu mieux, mais ils peuvent quand même être maltraités et négligés. Maintenant que j'ai mes propres enfants et que je suis en sécurité et au chaud dans mon lit à Sydney, je pense parfois à quel point ma vie aurait pu dérailler de manière sauvage et irrévocable cette soirée enneigée à Yonggang, et j'en frissonne encore. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur qui, pour le coup, pour une fois, est en Chine, du coup j'ai pas envie d'avoir des problèmes non plus, attention. Voilà, bref, YouTube et tout, j'ai pas envie qu'ils me mettent des petits bâtons dans les roues, mais bon, tant pis. Voilà, c'est comme ça, faut prendre des risques. Et de toute façon, il s'est passé un petit truc qui aurait pu se passer dans n'importe quel pays, hein, donc voilà. Ah, malheureusement, peut-être un enlèvement qui a été évité. De toute façon, la camionnette blanche ouverte et tout, c'est bizarre, c'est très bizarre, on va pas se mentir. Le mec, il est là en mode, je fais quoi, je les enlève ou pas? Il demande à son boss, non, non, bon, ils sont trop, non, non, bon, on le fait pas. Heureusement qu'ils étaient 3 au final, donc parce que imagine s'ils étaient que, bah, si elle était toute seule dans ce parc en mode, ouais, je me détends. Aïe, 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 elle aurait peut-être pas pu écrire ce thread, donc voilà, bravo à elle de s'en être sortie en tout cas. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. En octobre 2017, j'ai perdu mon mari alors que j'étais enceinte de 7 semaines. Le jour de sa mort, je suis parti travailler précipitamment. On a échangé quelques SMS après son réveil. C'était au sujet d'un entretien téléphonique qu'il devrait avoir plus tard dans la journée et je lui ai aussi parlé de ses douleurs qu'il avait à la jambe. Après ça, on a eu un petit appel téléphonique rapide et quelques heures se sont écoulées. Jusqu'au moment où il me disait qu'il courait à la pharmacie pour aller chercher des analgésiques. 1 heure plus tard, j'ai tenté de l'appeler plusieurs fois pour m'assurer qu'il était bien rentré chez lui. Mais je n'ai eu aucune réponse. J'ai essayé de l'appeler pendant des heures jusqu'à ce qu'enfin, une femme me réponde. Au début, je ne comprenais pas, mais elle m'a expliqué qu'elle faisait partie du département du shérif et elle m'a demandé de rentrer à la maison. À l'époque, je travaillais dans une prison et j'ai pensé qu'il avait eu des ennuis. J'ai alors quitté mon poste, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé pendant 30 minutes pour rentrer en ville. En rentrant sur notre parking, je vois une grande camionnette blanche sur laquelle est écrit Coroner. Alors que je marchais vers notre maison, j'ai été accueilli par la même dame du téléphone. Elle me bloquait la vue sur notre maison et elle m'a fait savoir que mon mari avait subi une crise cardiaque. Ce qui a été confirmé plus tard comme une embolie pulmonaire, ce qui expliquait la douleur à la jambe qu'il a mentionné le matin de sa mort. Apparemment, mon mari est rentré à la maison, il a verrouillé la porte de sécurité avant de s'effondrer suite à une crise cardiaque. Il a crié à l'aide et notre voisine et son fils ont entendu et ils ont couru pour aider. Mais ils n'ont pas pu entrer dans la maison à cause de toutes les portes et fenêtres verrouillées. Le fils s'est ensuite excusé de ne pas avoir cassé une fenêtre et il a déclaré qu'en raison du choc et de la panique, il a perdu tout sens de la raison. Ils ont pu lui parler à travers la porte pendant qu'ils appelaient le 911, mais malheureusement, il a cessé de répondre quelques instants avant l'arrivée de secours. 1 semaine après les funérailles, la femme de son meilleur ami m'a proposé de tirer les cartes. Même si j'étais sceptique sur le moment, j'avais désespérément besoin de toute forme de communication avec lui. Elle a mentionné beaucoup de choses intéressantes dans la lecture de ses cartes. Mais la plus intéressante pour moi était qu'il se trouvait actuellement dans une étape après la mort où l'âme revit toute sa vie. Elle a comparé cela à l'époque où les gens disent que leur vie défile devant leurs yeux. Elle a dit que c'était un endroit que chaque âme visitait après sa mort pour réfléchir à la vie qu'elle vivait et à la personne qu'elle était. Elle m'a dit que sa mort était si soudaine qu'il ne s'était pas encore rendu compte qu'il était mort et que je devrais l'aider à traverser cette frontière. Elle a dit qu'elle sentait que c'était moi qui l'aiderais et elle m'a demandé d'allumer des bougies blanches pour le guider vers la paix. Quelques mois plus tard, j'ai emménagé dans la maison de mes parents. J'étais allongé sur le canapé et j'ai commencé à me sentir très lourde, comme si j'avais reçu une anesthésie. C'était définitivement une sorte de paralysie du sommeil que je ressentais. Quand j'ai enfin pu ouvrir les yeux, j'étais toujours allongé sur le canapé du salon de mes parents. Sauf que mon mari était assis sur une chaise juste en face de moi, aussi clair et réel qu'il l'était avant sa mort. Avant que je puisse parler, il a commencé à me dire qu'il était nerveux pour son entretien téléphonique, celui qu'il était censé avoir le jour de son décès. Il m'a dit qu'il était excité et qu'il espérait obtenir le poste, qu'il voulait de l'aide pour s'y préparer. Je l'ai regardé avec douleur et larmes, et il a commencé à me demander à plusieurs reprises ce qui n'allait pas. Je me suis alors excusé et je lui ai dit « Bébé, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu te souviens de la douleur que tu as à la jambe? T'avais des caillots de sang.
L'un d'eux a fait son chemin jusqu'à ton cœur. Mon chéri, tu ne vas pas te rendre à l'entretien. Tu es mort. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Ce fut une longue période de confusion qui s'est transformée en réalisation. Je me suis encore excusé, je lui ai dit que je l'aimais et je lui ai supplié de répondre. Mais il est resté assis là, avec un air étrange sur le visage. Je me suis immédiatement réveillé. La chaise de la table de cuisine de mes parents était maintenant assise juste devant moi. Elle était vide. Je n'ai jamais rêvé de lui après ça. Et j'espère vraiment que j'ai pu l'aider à traverser ce chemin. Nous avons maintenant un fils de 5 ans qui fait des rêves très bizarres. C'est toujours en rapport avec son père. Il se réveille en parlant de choses à propos de son père qu'il ne devrait pas connaître. La perte de mon mari a été ma première véritable expérience de la mort. Mais cela m'a apporté la paix d'avoir ma propre confirmation qu'il y a quelque chose de plus après la vie. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce 3e thread d'horreur qui d'ailleurs délivre un message assez cool. J'ai envie de dire, enfin cool. Non, c'est pas cool. Mais effectivement, cette femme peut se dire que après sa mort, il y aura quelque chose. Alors, je dis pas qu'il faut y croire ou pas y croire, vous faites votre propre avis. D'ailleurs, je donnerai pas le mien, histoire de pas vous machin, qu'on ne pourra pas dire « Ouais, d'accord, il nous dit nanani ». Non, voilà, chacun pense ce qu'il veut, vous faites comme vous voulez. Voilà, vos croyances, c'est vos croyances. Mais en tout cas, cette histoire, elle change un petit peu d'habitude, voilà. Ça change par exemple, d'une poursuite, hein, etc., d'un kidnapping comme on a eu avant. Voilà, ça change un petit peu. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est pas le cas, bon bah tant pis. Et on va passer au 4e thread d'horreur de cette vidéo. Cela s'est produit il y a plus de 10 ans, alors excusez-moi si les détails sont un petit peu flous. Quand j'étais au lycée, mon amie Claire venait dormir chez moi. Nous avions prévu de nous faufiler et de passer du temps avec des gars. Puis l'un d'eux nous reconduirait à la maison. Nous sortons chez nos amis, nous nous amusons et vers minuit, nous décidons qu'il est temps de rentrer chez nous. Mais lorsque nous demandons à être amenés, tout le monde nous dit non. Même s'ils avaient préalablement accepté de nous ramener. Ils nous disaient tous qu'ils étaient trop ivres ou trop défoncés. Alors nous avons finalement décidé de commencer à marcher et nous avons passé quelques appels téléphoniques pour voir si quelqu'un pouvait venir nous chercher et nous ramener le reste du chemin. Ma maison était à 20 bonnes minutes en voiture sur l'autoroute, donc nous ne pouvions pas faire tout le chemin du retour à pied. L'appartement se trouvait à l'arrière du complexe et nous commencions donc à nous diriger vers l'entrée. Nous n'avons même pas atteint la moitié du chemin qu'une voiture commence lentement à rouler derrière nous. J'avais 15 ou 16 ans à l'époque et j'étais très naïve face aux mœurs du monde, donc je n'étais pas trop inquiète. Mais Claire était un peu plus intelligente que moi ce soir-là. Elle me dit de commencer à marcher plus vite. Alors on commence à marcher plus vite. La voiture accélère également derrière nous. Encore une fois, elle me dit de marcher encore plus vite. Nous commençons donc à avancer aussi vite que possible et c'est à ce moment-là que la voiture s'est légèrement arrêtée devant nous et que 2 des portes passagers s'ouvrent et que 2 hommes en sortent. Là, on se rend compte qu'il n'y a pas de marcher plus vite pour sortir de cette situation. Elle me dit alors de courir maintenant. Alors, elle part en courant et je la suis. Elle court vers un groupe de voitures garées et saute derrière une camionnette. Et pendant une minute, nous espérons et prions pour ne pas être repérés. C'est là que les détails deviennent un peu flous. L'un d'eux a dû remonter dans la voiture à un moment donné, car il n'y en avait qu'un qui nous suivait derrière le camion. Nous entendons des pas qui s'approchent rapidement. Elle indique doucement que nous passons maintenant en mode furtif. Cet homme est de l'autre côté du camion derrière lequel nous nous cachons. Il fait le tour du camion à notre recherche et nous le contournons lentement et tranquillement du côté opposé pour éviter d'être repérés. Cela ressemblait à une scène d'un film ou d'un jeu vidéo. Nous avons réussi tant bien que mal à faire 2 ou 3 tours autour du véhicule sans nous faire repérer. Et par la grâce des dieux, il abandonne et décide de regagner la voiture avec ses amis. C'est notre seule chance de nous échapper. Elle me dit de courir à nouveau, alors nous courons pendant ce qui semblait être une éternité. Mais en réalité, cela ne durait probablement que 15 à 20 secondes. Nous trouvons une zone safe et décidons de nous y cacher. Nous étions cachés derrière des clôtures et des buissons et nous attendons avec impatience de voir s'ils nous découvrent. Leur voiture s'arrête devant le pool house et nous nous rangeons les ongles en espérant qu'ils ne s'arrêtent pas et qu'ils ne sortent. La voiture s'éloigne lentement et nous nous rendons compte que nous n'avons pas été repérés. Nous étions en sécurité pour le moment. Mais la voiture a fait le tour du complexe d'appartements pendant des heures et des heures. Ils ne renonçaient clairement pas à nous chercher. Nous étions en sécurité pour le moment. Mais nous devions maintenant trouver un moyen de sortir de là. C'était le milieu de l'hiver et bien sûr nous étions habillés pour impressionner les gars avec qui nous allions sortir. Donc des shorts courts et des hauts un petit peu révélateurs. Nous étions clairement gelés. Nous avons trouvé une couverture de Captain America assez sale et dégoûtante sous laquelle nous nous sommes blottis, tout en passant des appels téléphoniques pour trouver quelqu'un pour venir nous chercher. Nous avons essayé de contacter les gars de l'appartement, mais personne n'a répondu à nos appels. Aucun de nos amis n'a répondu à nos appels. Nous nous sentions complètement seuls et désespérés. Mais vers 5 h du matin,
quelqu'un a finalement répondu et il nous a dit qu'il viendrait nous chercher. La meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue de ma vie. Notre ami arrive au complexe d'appartements mais ne trouve pas le pool house. Le groupe d'hommes tourne toujours constamment. Il n'y a donc aucun moyen pour nous de sortir de notre cachette. Nous parvenons à déterminer où se trouve notre ami grâce à un petit travail de détective, à savoir à quel bâtiment il fait face, ce qu'il y a devant lui, est-ce qu'il y a des bennes à proximité. Nous déterminons où les hommes sont et nous nous enfuyons. Nous repérons leur voiture et montons à bord aussi vite que possible. Une fois dans la voiture, nous disons à notre ami « Allez, fonce !» Et enfin, il se décide à foncer vers l'entrée. On croise le groupe d'hommes en sortant et ce fut la dernière fois que nous les voyons. Nous sommes rentrés vers 6 h du matin, juste à temps pour rentrer sans que mes parents sachent que nous étions partis. Si Claire n'avait pas été avec moi cette nuit-là, j'aurais certainement été enlevé. Peut-être même qu'ils auraient abusé de moi et peut-être même tué. Je suis tellement reconnaissante envers Claire et notre ami qui est venu nous chercher. D'ailleurs, petit fun fact sur cette histoire, nous avons gardé la serviette Captain America. Nous l'avons lavée et nous avons fait une sorte de garde partagée pendant encore des années. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Alors les amis du complexe d'appartements là, bon bref, j'appelle pas ça des amis en fait, tout simplement. Un ami c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Ça, on appelle ça même pas une connaissance. C'est rien en fait, tout simplement. Enfin bref. On va pas épiloguer là-dessus. Moi, j'ai une conception de l'amitié assez forte. Enfin, faut vraiment que tu m'apportes quelque chose. Hein, vraiment, et moi aussi, tu vois. Je veux dire, c'est tu es prêt à faire des choses l'un pour l'autre. C'est vraiment quelque chose, voilà. Mais bon, bref, voilà. Alors, j'espère que tu as kiffé ces 4 histoires. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, on se retrouve très vite pour de nouveaux threads d'horreur. Si jamais tu en veux plus, justement, je t'invite à aller voir une de ces 2 vidéos-là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.